Elle a changé la bio Instagram de ma fille de 16 ans pour y mettre « princesse sucrée » et a utilisé ma carte de crédit pour lui acheter des robes de boîte de nuit. Quand je l'ai confrontée, elle a esquissé un petit sourire et m'a balancé « Tu ne comprends rien à la manière dont une vraie femme se crée un réseau. » Ce matin, les photos de ma fille étaient en train de devenir virales, mais avec le pseudo d'un parfait inconnu. Là, je ne suis pas juste en colère, je suis hors de moi. 6 ans après la naissance de notre fille, ma femme était assise dans un bus qui a percuté un poteau. Et à cause de l'endroit où elle était assise, elle a été la seule victime. Je m'étais toujours juré de ne plus fréquenter personne avant qu'Aria soit plus grande. Je voulais être celui qui l'écouterait parler de ses premières règles, de son premier vrai béguin, de son premier chagrin d'amour. Et à ses 14 ans, on était plus comme des meilleurs amis que comme père et fille. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu devenir aussi formidable. Je n'avais jamais besoin de lui répéter les choses. Elle était reconnaissante pour tout ce qu'elle avait. Honnêtement, parfois, j'avais l'impression que c'était elle, mon modèle. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai rencontré Véronique. Le genre de femme qui riait à tes blagues, même quand tout le monde restait silencieux. Et quand j'ai compris que je craquais pour elle, j'ai eu peur. Peur de perturber Aria si jamais ça ne marchait pas. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas rester célibataire toute ma vie. Alors j'ai décidé d'y aller doucement et discrètement. On sortait une fois par semaine, et elle connaissait déjà Aria grâce au cadre photo que je gardais dans mon bureau. Et à notre premier anniversaire de rencontre, j'ai enfin parlé d'elle à Aria. Sans blague, papa. T'es vraiment nul pour cacher les choses, m'a-t-elle lancé. J'ai éclaté de rire. Et la semaine suivante, on a organisé un barbecue et je l'ai invitée. J'étais loin de me douter du cauchemar qui allait suivre. Elles se sont entendues tout de suite. Véronique a complimenté le t-shirt vintage de groupe qu'Aria portait, et en quelques minutes, elle parlait de musique comme si elles se connaissaient depuis des années. Tout semblait fluide, naturel, comme si peut-être, j'étais enfin capable d'avoir une vraie famille à nouveau. À notre deuxième anniversaire, la maison était envahie de cartons et de déménageurs. Véronique emménageait chez nous. La première semaine était géniale. Aria avait quelqu'un à qui se plaindre des douleurs de règles et je les entendais rire à travers les murs jusque tard dans la nuit. Mais un vendredi, tout a basculé. En rentrant du travail, j'ai trouvé la porte de la chambre d'Aria fermée à clé, la musique à fond. Elle écoutait d'habitude Arctic Monkeys ou Tame Impala, mais là, c'était Nicki Minaj et Cardi B. Quand elle est enfin descendue dîner, j'ai eu du mal à la reconnaître. Mon Aria, si douce d'habitude, avait le visage couvert d'un maquillage épais, les yeux charbonneux, les lèvres rouges vifs, le teint tellement maquillé qu'on aurait dit un masque. Elle portait une robe si courte qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir correctement. « C'est quoi ce nouveau look ?» ai-je tenté, sur un ton léger. Elle a juste haussé les épaules en continuant de manger. Véronique et moi avons échangé un regard, mais on n'a rien dit. Après tout, les ados expérimentent, non? Sauf que ça n'a fait qu'empirer. Aria se faisait sanctionner tous les jours à l'école à cause de ses tenues. Un jour, j'ai intercepté un colis venant de Victoria's Secret. Elle avait dépensé les $300 de ses cadeaux d'anniversaire en lingerie rouge. Et puis, il y a eu les garçons. D'abord Jake, de sa classe de maths, puis Tyler, de l'équipe de débat. Au début, elle me disait que c'était juste des amis, et je la croyais. Mais il se pointait à n'importe quelle heure en klaxonnant au lieu de venir sonner à la porte. Ce n'est pas son genre, ai-je dit à Véronique. Il y a un problème. Elle a soupiré. Elle a 16 ans, c'est normal. Elle teste les limites. J'aurais aimé qu'elle ait raison, mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. En quelques mois, Aria était passée de ma confidente à une inconnue. Et puis, tout est devenu clair. Il était 2 heures du matin. J'étais profondément endormi quand j'ai entendu la porte d'entrée grincer. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Aria monter dans une voiture inconnue. Je n'ai même pas pris le temps d'enfiler un pantalon. J'ai attrapé mes clés et je les ai suivis. Ils sont allés dans un coin plus isolé de la ville. Pas dangereux, juste peu habité, sans éclairage public. J'ai éteint mes phares et gardé mes distances. C'est là que je l'ai vu. Un homme, la quarantaine bien entamée, sortir de la voiture pour ouvrir la portière à Aria. Quand je l'ai vu se pencher pour l'embrasser, ma mâchoire s'est décrochée d'un coup sec. Je suis sorti de la voiture et j'ai foncé vers lui, prêt à le frapper jusqu'à ce que ses côtes ressemblent à un smoothie. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Aria, comme si elle était surprise de me voir intervenir. Elle a sauté sur mon dos pour m'empêcher de le frapper. « Papa, je croyais que c'est ce que tu voulais. » Elle pleurait. Malgré la rage, je lui caressais les cheveux, par réflexe. L'homme avait pris la fuite. On était assis ensemble sur le trottoir. « Maintenant que tu as Véronique, tu n'as plus besoin de moi. Je voulais juste trouver un autre homme pour s'occuper de moi quand j'aurai 18 ans. » Je la fixais, sans savoir si elle mentait pour éviter les ennuis. Mais elle a continué. « C'est ce que Véronique m'a dit de faire, papa. » Je l'ai regardée, abasourdie. « Je pourrais avoir tout l'or du monde. J'aurais toujours besoin de toi. » Quand elle m'a enfin cru, j'ai commandé un Uber pour qu'elle aille chez ma mère. Je savais que je ne serais pas capable de conduire calmement après ça. Quand je suis rentré, Véronique était déjà debout et m'attendait à la porte. Elle s'est collée à moi, m'embrassant dans le cou. Je l'ai embrassée en retour parce que je voulais qu'elle finisse derrière les barreaux. Mais je savais que j'avais besoin d'une confession, d'une preuve. Alors j'ai joué le jeu, malgré le dégoût, en planifiant déjà comment protéger Aria de cette femme à jamais. Il fallait que je sois stratégique.
J'ai fait comme si de rien n'était. Le lendemain matin, j'ai dit à Véronique qu'Aria était tombée malade chez une amie et que ma mère était allée la chercher. Elle a gobé l'histoire sans sourciller et a même proposé de lui faire une soupe au poulet. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade et j'ai passé la journée à installer des applis d'enregistrement sur mon téléphone. 3 différentes, juste au cas où. Puis j'ai appelé ma mère et tout raconté. Elle était furieuse, voulait venir en découdre avec Véronique. Mais je l'ai convaincue de garder Aria quelques semaines, le temps que je mette tout au clair. Cette première semaine a été un supplice. Embrasser Véronique chaque matin, dîner avec elle le soir, dormir à côté d'une femme qui avait manipulé ma fille. Mais j'enregistrais chaque conversation, chaque appel. Et quand elle pensait que je ne l'écoutais pas, elle a commencé à faire des erreurs. Le mardi soir, elle m'a demandé quand Aria rentrerait. Elle disait que leur petite discussion lui manquait. Je lui ai répondu qu'Aria était encore mal en point. Peut-être une mononucléose. Le visage de Véronique a eu un étrange tic nerveux. C'est vraiment dommage, a-t-elle dit, en coupant son poulet avec une force un peu trop excessive. J'avais prévu de l'emmener faire du shopping ce week-end, l'aider à choisir de nouvelles tenues pour l'école. J'ai forcé un sourire. Oui, elle m'a dit que tu l'aidais à choisir ses tenues. Les yeux de Véronique se sont illuminés. Elle a tellement de potentiel. Tu sais, avec les bons vêtements, la bonne attitude, elle pourrait avoir n'importe quel homme à ses pieds. C'est important que les filles apprennent à connaître leur pouvoir dès le plus jeune âge. J'ai gardé un ton neutre. Quel genre de pouvoir ? Elle s'est penchée vers moi comme pour me confier un secret. Le pouvoir d'être une femme. Les hommes sont prêts à tout pour une jeune femme jolie, qui sait se mettre en valeur. Je lui apprends simplement à utiliser les dons que la nature lui a offerts. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai hoché la tête. Et tu penses que c'est ce qu'il lui faut ? Bien sûr. Tu ne veux pas qu'elle finisse comme ces féministes aigries et seule ? Si ? Aria est intelligente. Elle sait que la beauté ne dure pas éternellement. Mieux vaut qu'elle trouve quelqu'un de stable maintenant. Quelqu'un qui prendra soin d'elle. Je serrai ma fourchette si fort que je craignais de la tordre. Quelqu'un de plus âgé, tu veux dire ? Elle a haussé les épaules. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est la maturité. Et les hommes accomplis, eux, savent comment traiter une femme correctement. Pas comme ces étudiants fauchés qui ne cherchent qu'une seule chose. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement 5 fois, mot pour mot. Mais ce n'était pas suffisant. Une seule conversation ne suffirait pas. Les jours suivants, j'ai commencé à observer de plus près. Et j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées jusque-là, comme le fait que l'ordinateur portable de Véronique était toujours ouvert sur les réseaux sociaux d'Aria, ou ce téléphone supplémentaire qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Un matin, je l'ai vue effacer des messages quand elle croyait que j'étais sous la douche. Le jeudi soir, j'ai fait semblant de m'endormir tôt, et comme prévu, vers 22h, je l'ai entendue parler sur ce deuxième téléphone. Elle était dans la salle de bain avec le ventilateur allumé, mais je pouvais distinguer l'essentiel. Non, elle est encore chez sa grand-mère. Je sais, mon cœur, tu me manques aussi. Encore quelques semaines. Oui, je gère ça. Il n'a rien compris. Bien sûr que je viendrai bientôt. Le sang s'est glacé dans mes veines. À qui parlait-elle comme ça ? Qui appelait-elle mon cœur ? Le vendredi, j'ai quitté le travail plus tôt, prétextant un rendez-vous chez le dentiste. À la place, je me suis garé à quelques maisons de distance et j'ai attendu. Vers 14h, Véronique a quitté la maison. Je l'ai suivie jusqu'à un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Elle est restée à l'intérieur une vingtaine de minutes. Elle en est sortie avec une boîte dans les bras. Quand elle est rentrée, j'étais déjà là, assis sur le canapé à faire semblant de travailler. Elle a paru surprise, mais elle s'est vite reprise. Elle m'a dit qu'elle revenait des courses, sauf qu'elle n'avait aucun sac, et dès qu'elle est montée, j'ai entendu la porte de notre chambre se verrouiller. Ce week-end-là a été éprouvant. J'ai essayé d'en apprendre plus sans éveiller ses soupçons. Je lui ai posé des questions sur ses anciennes relations, sa famille, son parcours professionnel. Elle restait vague, changeait de sujet dès que je m'approchais trop de la vérité. Le dimanche soir, elle a commis une erreur. On regardait la télé quand son deuxième téléphone a vibré. Elle l'a attrapé trop rapidement et j'ai eu le temps de lire le nom affiché avant qu'elle le cache. Ma douce Aria. J'ai failli exploser, mais je me suis forcé à fixer l'écran pendant qu'elle s'éclipsait dans la cuisine. Je pouvais l'entendre chuchoter des phrases comme « Il faut être patiente, faut avoir confiance, ton père ne comprend pas ». Elles étaient en contact tout ce temps. Pendant que je croyais protéger Aria en les séparant, Véronique continuait de l'influencer, probablement en lui faisant croire que j'étais le méchant de l'histoire. Le lundi, j'ai appelé ma mère. Aria allait bien, mais elle demandait souvent quand elle pourrait rentrer. Ma mère m'a dit qu'elle était très absorbée par son téléphone. Je lui ai demandé de vérifier ses messages si l'occasion se présentait. Cet après-midi-là, ma mère m'a rappelé, affolée. Elle échange des centaines de messages avec quelqu'un nommé V. Cette femme lui dit que tu essaies de la contrôler, que tu es jaloux de son évolution. Elle lui bourre le crâne de bêtises. Je lui ai demandé de tout capturer en capture d'écran et de me les envoyer par mail. En lisant les messages, j'ai eu la nausée. Véronique montait ma fille contre moi, méthodiquement. Elle lui disait que j'étais rétrograde, possessif, que je voulais qu'elle reste une petite fille toute sa vie. Elle répétait qu'Aria méritait un homme qui saurait la valoriser, la gâter, prendre soin d'elle. Mais il y avait pire. Elle lui apprenait comment parler à ces hommes plus âgés, comment paraître intéressé sans être trop disponible, comment les faire se sentir uniques, indispensables. Elle lui avait même envoyé des liens vers des sites de rencontres pour jeunes filles attirées par des hommes fortunés. Le mardi, j'ai décidé de la confronter, pas directement.
j'ai préféré tester le terrain. J'ai remarqué qu'Aria passait beaucoup de temps à écrire à quelqu'un. Véronique n'a pas cligné des yeux. Oh, sûrement ses copines. Tu sais comment sont les adolescentes avec leur téléphone. Ma mère dit que ça semble être un adulte. Quelqu'un qui lui donne des conseils. Son visage est resté impassible. C'est inquiétant. Tu crois qu'elle parle à des inconnus sur Internet? J'ai entendu dire que des prédateurs s'en prennent à des jeunes filles comme elle. L'ironie m'a presque fait rire. Elle jouait l'inquiétude alors qu'elle-même était en train de la manipuler. Le mercredi, tout s'est intensifié. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Véronique en train de fouiller dans mes tiroirs. Elle m'a dit qu'elle cherchait des timbres, mais je savais qu'elle se méfiait, qu'elle cherchait des preuves que j'étais sur sa piste. Ce soir-là, elle était particulièrement câline. Elle a préparé mon plat préféré, porté le parfum que j'avais complimenté une fois. Mais dans son regard, je voyais le calcul. Elle essayait de me désarmer, de baisser ma vigilance. Jeudi matin, je me suis réveillé vaseux. Pas malade, mais pas bien. Comme si j'avais pris des médicaments contre la grippe alors que je n'étais pas enrhumé. J'ai peiné à suivre ma routine. Au travail, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes paupières se fermaient en pleine réunion. Même chose le vendredi. Et encore le lundi. Toujours après mon café du matin, que Véronique me préparait avec amour. Tous les jours, elle me l'amenait au lit, m'embrassait sur le front, me disait de ne pas me presser. Le mardi, j'ai fait semblant de le boire. Je l'ai transvasé dans un mug de voyage pendant qu'elle avait le dos tourné. Je l'ai apporté à un ami qui bosse dans un labo. Je lui ai dit que je soupçonnais un collègue de me faire une mauvaise blague. Les résultats sont revenus le jeudi. Sédatif. Rien de mortel en petite quantité, mais assez pour rendre quelqu'un amorphe, coopératif, moins alerte. Elle me droguait depuis des semaines. J'ai voulu appeler la police immédiatement, mais je n'avais que peu de preuves. Des enregistrements flous, des textos qu'on pouvait mal interpréter et un café contaminé par mes soins. Un bon avocat aurait tout démonté. Le vendredi, j'ai pris une décision. J'ai dit à Véronique que je devais partir en déplacement professionnel, que je ne rentrerais pas avant la fin du week-end. Elle avait l'air ravie. Elle pensait sûrement qu'elle aurait du temps pour travailler sur Aria sans que je sois dans les parages. En réalité, je suis allé chez ma mère. Aria était dans sa chambre. Quand elle m'a vu, son visage s'est fermé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle lancé en croisant les bras. « J'avais besoin de te voir, de m'assurer que tu allais bien. » Elle a levé les yeux au ciel. « Je vais très bien. Juste coincé chez mamie parce que tu fais ta parano. » Je me suis assis au bord de son lit. « Aria, je sais que tu envoies encore des messages à Véronique. » Son visage s'est empourpré. « C'est la seule qui me comprend. Toi, tu veux juste contrôler tout ce que je fais. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Ah non ? Tu es devenu hystérique juste parce que j'étais à un rendez-vous. Un rendez-vous ? Aria, tu as 16 ans, pas 6. Il avait 40 ans. Elle a détourné le regard. L'âge n'a pas d'importance quand on se connecte vraiment avec quelqu'un. Ces mots, ce n'étaient pas les siens. C'était Véronique qui parlait à travers elle. J'ai sorti mon téléphone et lui ai fait écouter certains enregistrements. On y entendait Véronique parler d'utiliser sa beauté tant qu'elle l'avait encore, de trouver quelqu'un pour prendre soin d'elle. Aria écoutait, son visage passant lentement de la rébellion à l'incompréhension. Elle disait qu'elle m'aidait, que tu ne me laisserais jamais devenir adulte. Ma chérie, je veux que tu grandisses. Mais à ton rythme, en faisant tes propres choix, pas en étant poussée dans des situations pour lesquelles tu n'es pas prête. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, d'une petite voix, elle m'a dit que tu me remplaçais, que maintenant que tu l'avais, tu n'avais plus besoin d'une fille. Je l'ai prise dans mes bras, fort, jamais. Tu es tout pour moi, ma puce. Rien ne changera ça. On a parlé pendant des heures. Je lui ai raconté le café drogué, le téléphone secret, tout. À la fin, elle pleurait, en colère contre elle-même d'avoir cru au mensonge de Véronique. Je suis trop bête. Non, tu n'es pas bête. C'est une manipulatrice hors pair. Elle savait exactement comment s'y prendre pour te retourner la tête. Ce week-end-là, on a mis au point un plan. Aria rentrerait à la maison, ferait semblant que tout allait bien. Elle agirait comme si elle faisait toujours confiance à Véronique. Essayerait peut-être même de l'amener à avouer des choses qu'on pourrait enregistrer. Pendant ce temps, je continuerai à rassembler des preuves. Lundi matin, j'ai ramené Aria à la maison. Véronique l'a accueillie avec des sourires et des câlins, répétant combien elle lui avait manqué. Je les ai observés interagir, vu comment Véronique lui touchait le bras, se penchait vers elle quand elle parlait. Tous ces petits gestes pour recréer un lien. Ce soir-là, au dîner, Aria a joué son rôle à la perfection. Elle s'est plainte d'être restée coincée chez sa grand-mère, a dit qu'elle était contente de rentrer, dans un endroit où on la comprenait. Véronique a adoré, me lançant des regards victorieux quand elle pensait que je ne regardais pas. Le mardi, les choses ont pris une tournure étrange. En rentrant, je les ai trouvées dans la chambre d'Aria. Véronique tenait une robe que je n'avais jamais vue. « Je l'ai gardée pour toi », disait-elle. « Je savais que ton père n'approuverait pas, mais tu es assez grande pour décider comment t'habiller. » La robe était rouge, plus courte que tout ce qu'Aria avait jamais porté, avec des découpes à des endroits qui me mettaient mal à l'aise. Mais j'ai serré les dents. Je devais suivre le plan. Le mercredi, Véronique est passée à l'action. Je l'ai entendue dans la chambre d'Aria après le coucher. Leur voix était basse mais urgente. J'ai collé mon oreille à la porte et entendu Véronique dire « J'ai un ami qui aimerait beaucoup te rencontrer. Il a beaucoup de succès. Il possède plusieurs entreprises. Il a vu ta photo et te trouve magnifique. Très mûr pour ton âge. » « Je ne sais pas, » répondit Aria jouant l'hésitation. « Mon père me tuerait. Ton père n'a pas besoin de le savoir. Je couvrirai tes arrières. On dira qu'on fait une soirée entre filles.
Il me fait confiance. J'ai dû m'éloigner pour ne pas enfoncer la porte. Le jeudi, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. En fouillant dans notre meuble de classement, je suis tombé sur un dossier caché derrière de vieux relevés d'impôts. À l'intérieur, des articles de journaux, des emails imprimés, des photos, tous liés à d'autres familles, d'autres pères célibataires, avec des filles adolescentes. Il y avait Robert, du Michigan, dont la fille Emma avait fugué à 17 ans. L'article mentionnait une certaine Victoria qui vivait alors avec eux, puis James, de l'Ohio. Sa fille Britney avait déposé une injonction contre une femme nommée Véronique. Les photos montraient de Véronique avec des coiffures, des looks différents, mais c'était bien elle. Elle avait déjà fait ça, plusieurs fois. J'ai fait des copies de tout et les ai cachées à mon bureau. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai engagé un détective privé. Le vendredi, il avait déjà trouvé des infos. Le vrai nom de Véronique était Viviane Marsh. Elle avait un casier judiciaire, escroquerie, usurpation d'identité, incitation à des actes illégaux. Elle avait purgé 2 ans dans une prison à sécurité minimale, libérée 3 ans plus tôt. Depuis, elle passait d'un état à l'autre, ciblant des pères célibataires. Mais le pire, c'est qu'elle n'était pas seule. L'enquêteur a trouvé des liens avec un homme nommé Marcus Webb. Fin quarantaine, plusieurs arrestations pour sollicitation de mineurs, actuellement en liberté conditionnelle. Il avait été dans les mêmes zones qu'elle. J'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas juste une histoire de manipulation ou d'argent, c'était du trafic. Véronique préparait les filles pour cet homme. J'ai rappelé l'enquêteur et lui ai demandé de tout trouver sur Marcus Webb. Où il vivait, où il travaillait, quelle voiture il conduisait. J'avais le pressentiment que c'était lui, l'homme dans la Mercedes. Le samedi matin, Véronique a annoncé qu'elle emmenait Aria faire du shopping. Journée entre filles, dit-elle en me faisant un clin d'œil. On rentrera tard. Dès qu'elles sont parties, j'ai fouillé toute la maison. J'ai retrouvé son second téléphone, caché dans une boîte à chaussures dans le placard. Il était verrouillé, mais je l'avais vu entrer le code suffisamment de fois. Les messages m'ont donné la nausée. Des textos à Marcus parlant d'Aria, disant qu'elle était presque prête, qu'elle valait l'attente. D'autres messages à d'autres hommes. Discussion de tarifs, de préférences. Comme si Aria était un produit à vendre. Mais il y avait aussi des messages pour Aria. Des centaines. Véronique lui disait qu'elle était spéciale, mûre, qu'elle méritait mieux qu'une vie banale en banlieue. Elle la retournait contre moi, contre l'école, contre tout ce qui pouvait la protéger. J'ai tout capturé en capture d'écran, envoyé à mon adresse mail, celle de ma mère, celle de l'enquêteur. Puis j'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé. Elles sont rentrées vers 18h. Aria portait des sacs de shopping et avait l'air mal à l'aise. Elle a croisé mon regard et secoué discrètement la tête. Quelque chose s'était passé. Après le dîner, Aria m'a demandé si je pouvais l'aider avec ses devoirs. Une fois dans sa chambre, elle a sorti son téléphone et m'a montré un enregistrement. Elle m'a emmené le voir, murmura-t-elle. L'homme de cette nuit-là. Marcus a dit que c'était un hasard, qu'on s'était juste croisés au centre commercial. Mais tout était planifié, écoute l'enregistrement. J'y ai entendu Marcus complimenter Aria, dire qu'elle était encore plus jolie que sur les photos. Véronique riait, encourageait Aria à le remercier. Puis, il suggérait qu'ils dînent ensemble un jour. Peut-être quand ton père sera en déplacement. J'ai eu envie de fuir, dit Aria. Il me regardait comme s'il voulait m'acheter. Je l'ai serré très fort. Tu as été parfaite. C'est exactement ce dont on avait besoin. Mais Véronique devenait impatiente. Le dimanche soir, elle était irritable, s'énervait pour des détails. Elle savait que je préparais quelque chose, mais ne comprenait pas quoi. Les sédatifs dans mon café devenaient plus puissants. Je les jetais, mais je faisais semblant d'être plus fatigué pour qu'elle pense avoir le dessus. Le lundi, tout a dérapé. Je suis rentré et j'ai trouvé Véronique en larmes sur le canapé. Maquillage coulant, sanglots incontrôlables. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, feignant la compassion. Elle a levé les yeux, rouges et gonflés. « Je n'en peux plus. Les mensonges, les cachotteries. Je sais, tu sais, mon cœur s'est arrêté. Tu sais quoi ?» demanda-t-elle. « À propos de mon passé, de ce que j'ai fait. Je n'en suis pas fière, mais j'essaie de changer. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, de cette famille. Vous m'avez donné envie de devenir meilleure. C'était une belle performance. Si je n'avais pas vu les preuves, j'aurais presque pu y croire. Mais j'ai joué le jeu. Je me suis assis à côté d'elle. Je l'ai laissée pleurer sur mon épaule. Tout le monde mérite une seconde chance, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, pleine d'espoir. Vraiment ? Tu ne vas pas me mettre à la porte ? Parlons-en. Raconte-moi tout. Et elle l'a fait. Ou du moins sa version des faits. Elle m'a raconté comment elle avait fait des erreurs, côtoyé de mauvaises personnes, été en prison. Mais que ce n'était pas sa faute. Qu'elle avait seulement essayé de survivre. Et que me rencontrer avait tout changé. Pas un mot sur les autres familles. Pas un mot sur Marcus. Pas un mot sur ce qu'elle faisait à Aria. Je hochais la tête, lâchais quelques murmures compatissants, disais que j'avais besoin de temps pour digérer, mais que je l'aimais. Le soulagement sur son visage m'a donné la nausée. Le mardi, elle était redevenue elle-même, persuadée d'avoir gagné. Mais elle devenait négligente. Elle avait laissé son ordinateur portable ouvert pendant qu'elle prenait sa douche. J'ai attrapé mon téléphone, pris des photos de tout ce que je pouvais. Des échanges de mails avec Marcus, où il parlait de paiement et de date de livraison. Un dossier de photos, pas seulement Aria, d'autres jeunes filles aussi, très jeunes.
en tenue suggestive. Certaines semblaient droguées ou perdues. J'ai trouvé un calendrier avec des dates entourées. Ce samedi était encerclé en rouge avec un mot écrit à côté. Dans 4 jours. Le mercredi, j'ai rencontré l'enquêteur et un avocat. Je leur ai montré tout ce que j'avais. L'avocat a dit que c'était suffisant pour une ordonnance restrictive, voire des poursuites pénales, mais qu'il fallait agir avec prudence. Si Véronique fuyait, si elle prévenait Marcus, il disparaîtrait. On a établi un plan. Le vendredi soir, pendant que Véronique penserait que je suis à un dîner professionnel, la police arrêterait Marcus sur la base des infractions à sa liberté conditionnelle découvertes par l'enquêteur. Une fois entre les mains de la police, il pourrait en faire pression sur lui pour qu'il fasse tomber Véronique. Mais Véronique avait ses propres projets. Jeudi matin, elle était d'humeur charmante. Petit déjeuner complet, pas seulement du café, mais aussi des pancakes aux fraises fraîches. Le plat préféré d'Aria. Je l'ai observée comme un faucon, m'assurant qu'elle ne glissait rien de suspect dans nos assiettes. Je pensais, dit-elle d'un ton détaché, que ce week-end on pourrait partir tous les 3. Une escapade en famille. Pour tout recommencer à zéro, Aria et moi avons échangé un regard. Où ça ? Ai-je demandé. Il y a une adorable maison d'hôte à quelques heures d'ici. Très isolée, romantique. On pourrait se reconnecter, tu vois, loin de tout le stress. Isolé, sans témoin. Ça a l'air sympa, mentis-je. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Ce soir-là, le deuxième téléphone de Véronique n'arrêtait pas de vibrer. Elle se levait sans arrêt pour répondre, revenait l'air contrarié. Je l'ai entendu dire à un moment donné, il n'est pas idiot, il nous faut plus de temps. Le vendredi matin n'est jamais arrivé aussi lentement. J'avais à peine dormi. J'ai vérifié 10 fois que la porte d'Aria était bien verrouillée. Véronique a préparé le café comme d'habitude. J'ai fait semblant de le boire, joué les fatigués. Elle semblait ravie. M'a embrassé longuement. « Passe une bonne journée, mon cœur », a-t-elle dit. « Ce soir, ce sera spécial. Je suis parti au travail, mais je me suis garé 2 rues plus loin. L'enquêteur m'attendait dans une voiture banalisée. On a attendu. Vers midi, Véronique est sortie de la maison avec une valise. Elle l'a mise dans sa voiture, puis est retournée chercher une autre. Elle fuyait. L'enquêteur a appelé son contact à la police. Changement de plan. Il fallait agir immédiatement. Mais quand la police est arrivée chez Marcus, il n'était plus là. Un voisin a dit qu'il était parti précipitamment ce matin-là, jetant des sacs dans sa Mercedes. J'ai appelé l'école d'Aria, affolée. Elle était en classe, saine et sauve. J'ai dit qu'il y avait une urgence familiale, que personne sauf moi n'était autorisé à venir la chercher. Quand je suis rentré, Véronique était déjà là, comportement normal, comme si elle n'avait pas essayé de s'échapper. Les valises avaient disparu. « Tu rentres tôt », dit-elle, évitant de croiser mon regard. Pas bien dormi. Ce café ce matin m'a fait un drôle d'effet. Elle a froncé les sourcils, s'est approchée pour toucher mon front. Tu es un peu chaud. Va te reposer, je vais te faire une soupe. Je suis monté, mais je ne me suis pas allongé. J'ai appelé l'avocat, lui ai tout raconté. Il m'a dit de suivre le plan, de rester calme. La voiture de Marcus était suivie, on le trouverait bientôt. Mais je savais que Véronique n'attendrait plus. Tout ce qu'elle avait prévu pour demain allait se passer ce soir. J'ai envoyé un message à Aria. Va chez ton amie Grace après l'école. Dis que tu dors là-bas. Ne rentre pas, quoi qu'il arrive. Vers 16h, j'ai entendu Véronique au téléphone. Ce soir ? Oui, je suis sûr. Il est pratiquement inconscient. Amène le fourgon. J'ai sorti mon téléphone, lancé l'enregistrement. Et j'ai fait une erreur. Je l'ai confrontée. Je suis allé droit dans la cuisine, où elle préparait le dîner. Je sais tout. Elle s'est figée, un couteau à la main. De quoi tu parles ? Marcus, les autres familles, ce que tu prépares pour Aria. Pendant une seconde, son masque est tombé. J'ai vu la vraie Véronique. Froide, calculatrice, dangereuse. Puis elle a souri. Tu es perdu, mon amour. Les sédatifs peuvent provoquer de la paranoïa. Assieds-toi, je ne bois plus ton café, Véronique. Ou devrais-je dire, Vivian ? Le couteau est tombé sur le comptoir. Depuis combien de temps ? Des semaines. J'ai des enregistrements, des photos, tout. La police est déjà à la recherche de Marcus. Elle a ri, vraiment ri. Tu crois être malin, mais tu n'es qu'un autre père célibataire pathétique qui refuse de voir la vérité en face. C'est censé vouloir dire quoi ? C'est Aria qui est venue vers moi, pauvre imbécile. C'est elle qui voulait ça. Elle voulait apprendre à se servir de ses atouts. Tu la vois comme une petite fille innocente, mais elle sortait en cachette depuis des mois. Moi, je l'ai juste aidée à viser plus haut que les ringards de son lycée. Tu mens. Ah oui, va voir sous son matelas. Je n'ai pas bougé. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Elle s'est approchée. Tu n'as aucune idée de ce que veulent vraiment les filles de son âge. Moi, je lui ai simplement donné ce qu'elle cherchait. Tu la préparais, tu la vendais. Je lui apprenais à survivre dans un monde qui dévore les filles trop naïves. Tu aurais préféré qu'elle tombe sur pire que moi ? Tu veux dire, comme Marcus ? Son œil a tressailli. Marcus est un homme d'affaires. Il prend soin de ses filles. Ses filles ? Combien d'autres ? Véronique ? Elle a haussé les épaules. Qu'est-ce que ça change ? Elle le voulait toutes. Elle voulait du luxe, des hommes mûrs, de l'excitation. Moi, je facilitais. J'ai continué à enregistrer, à la faire parler. Et les autres familles ? Robert ? James ? Des hommes faibles qui ne supportaient pas que leurs filles deviennent des femmes. Au moins toi, t'as tenu plus longtemps que les autres. Où est Marcus maintenant ? Elle a souri. Plus près que tu ne le crois. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas lourds. Marcus est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui. « Eh bien, dit-il en me regardant, c'est gênant. » J'ai tendu la main vers mon téléphone, mais Véronique a été plus rapide. Elle l'a fait voler au sol d'un coup. « Et maintenant ?
ai-je demandé, tentant de garder mon calme. Marcus a sorti une arme, pas braquée, juste tenue dans sa main. Maintenant, tu vas appeler ta fille et lui dire de rentrer. Non, il s'est approché. Je crois que tu ne comprends pas. Ça va se passer, que tu coopères ou non. Mais si tu fais ce qu'on te dit, peut-être que tu pourras la voir obtenir son diplôme. La conduire jusqu'à l'hôtel un jour. Être grand-père. Il faudra me passer sur le corps. C'est envisageable, répondit Véronique froidement. Mais elle avait commis une erreur. Mon téléphone enregistrait toujours, là par terre. Et j'avais envoyé Aria chez Grace, dont la mère travaille comme opératrice au 911. Elle ne viendra pas, dis-je. Je lui ai dit de ne pas rentrer. Le visage de Marcus s'est assombri. Alors on va la chercher. Bonne chance pour ça. J'ai prévenu l'école. Personne sauf moi ne peut venir la chercher. Et de toute façon, elle n'y est plus. Véronique saisit ses clés. Je sais où elle est. Chez cette amie-là. Grace. Quelque chose. Mon sang s'est glacé. Comment elle savait? Je suis son téléphone depuis des mois, dit-elle en voyant mon expression. Tu pensais vraiment que j'allais laisser quelque chose au hasard? Ils se sont dirigés vers la porte. Marcus gardant l'arme braquée sur moi. Il fallait agir. Alors j'ai foncé sur lui. Stupide, oui. Mais je ne pouvais pas les laisser approcher Aria. On a basculé sur le comptoir, l'arme a volé de ses mains. Véronique a crié, m'a sauté sur le dos. Je l'ai repoussé. Puis, j'ai envoyé un coup bien placé à la mâchoire de Marcus. Mais il était plus fort. Il m'a plaqué en étranglement, ses bras me broyant la gorge. Des taches noires ont envahi ma vision. C'est alors que j'ai entendu les sirènes. Véronique aussi les a entendues. Il faut partir. Maintenant! Marcus m'a lâché, a ramassé son arme. Mais les sirènes se rapprochaient. Plusieurs véhicules. Ils ont couru vers la porte arrière, juste au moment où la police défonçait la porte d'entrée. Je leur ai montré par où ils étaient partis, murmurant leur nom avec ma gorge meurtrie. Les minutes suivantes furent chaotiques. La maison pleine de policiers. Des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Quelqu'un a retrouvé mon téléphone, toujours en train d'enregistrer. Un autre a appelé une ambulance. Ils ont attrapé Marcus 2 pâtés de maison plus loin, tentant de démarrer la voiture d'un voisin. Véronique est allée plus loin, mais ils l'ont retrouvée à une gare routière, 3 villes plus loin. Aria était saine et sauve. Elle l'avait toujours été. Quand elle avait reçu mon texto, elle l'avait montré à la mère de Grace, qui avait immédiatement alerté les autorités. Ils surveillaient notre maison, attendant que Marcus apparaisse. L'enquête a duré des mois. Ils ont trouvé 4 autres filles que Véronique avait manipulées. 2 avaient été vendues à des connaissances de Marcus. Elles ont été récupérées en sécurité, même si je n'ose imaginer la thérapie dont elles auront besoin. Véronique a écopé de 15 ans de prison. Elle aurait pu avoir moins si elle avait coopéré. Mais elle a persisté jusqu'au bout à dire qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle aidait ses filles à découvrir leur pouvoir. Marcus a été condamné à 25 ans à perpétuité. Ce n'était pas sa première affaire, juste la dernière en date. Aria et moi avons aussi suivi beaucoup de séances de thérapie, séparément et ensemble. Elle se reprochait d'avoir cru aux mensonges de Véronique, de ne pas avoir vu clair dans sa manipulation. Je me reprochais de l'avoir laissé entrer dans nos vies, mais notre thérapeute nous a aidés à voir les choses autrement. Les prédateurs comme Véronique sont des experts pour détecter les vulnérabilités. Elle nous avait étudiés, savait exactement sur quel bouton appuyer. Le fait qu'on ait survécu, qu'on ait résisté, c'est ça qui compte. 1 an s'est écoulé. Aria a maintenant 17 ans. Elle postule à l'université. Elle veut étudier la psychologie, aider les jeunes qui ont vécu des choses similaires. Elle sort avec un gentil garçon de sa prépa au SAT qui m'apporte des fleurs et me serre la main. On continue nos soirées cinéma du mardi, nos balades au marché le samedi. Mais maintenant, on a aussi de vraies discussions sur la confiance, la manipulation et les signaux d'alerte. Un jour, elle m'a demandé si je pensais sortir avec quelqu'un à nouveau. Je lui ai répondu, peut-être un jour, si la bonne personne se présente. Quelqu'un qui nous aime tous les deux pour ce que nous sommes, pas pour ce qu'il ou elle veut qu'on soit. Tu penseras à faire une vérification des antécédents, quand même, a-t-elle lancé. Et on a éclaté de rire, jusqu'aux larmes. Parce que s'il y a bien une chose que toute cette histoire nous a apprise, c'est que ceux qui semblent parfaits sont parfois les plus dangereux. Ceux qui s'insinuent dans votre vie sans effort, qui paraissent compléter votre famille, qui savent exactement quoi dire et quand le dire. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, c'est probablement le cas. Et ne négligez jamais les changements dans le comportement de vos enfants. Ils essaient peut-être de vous dire quelque chose qu'ils n'ont pas encore les mots pour exprimer. Voilà notre histoire, chaotique, douloureuse, loin de ce que j'avais imaginé pour nos vies. Mais on l'a traversée ensemble. Et c'est ça, une vraie famille.